Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bon, et bien donc du coup, rebonjour à tous. Alors, le pilotage d'entreprise en 20 minutes. Alors, 20 minutes, c'est une information qui est très importante, puisque le pilotage d'entreprise, donc, se fait surtout sur la base d'une stratégie. Donc, ça veut dire qu'au préalable, il faut quand même avoir déterminé une certaine stratégie pour l'entreprise. Et donc là, pour le coup, en 20 minutes, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut construire finalement quelque chose qui est rapide. Alors, tac. Piloter l'entreprise. Bon, on va faire une petite session, donc un petit peu de définition, alors sans nécessairement tomber dans le Larousse. J'ai essayé donc de vous déterminer trois éléments qui sont essentiels à mon sens pour tout ce qui concerne le pilotage de l'entreprise et fatalement les tableaux de bord. Et je vous ai fait une petite analogie donc avec le fait donc de rouler en voiture. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est que en 20 minutes, eh bien, on va essayer donc de déterminer un certain nombre de points, et notamment la stratégie aussi d'entreprise en partie, et donc fatalement de construire un tableau de bord qui se réfère à cette stratégie. Donc, quand vous roulez justement en voiture, eh ben, vous avez autour de vous l'environnement, hein, vous avez la route, vous avez les autres chauffeurs. La plupart du temps, vous vous rendez quand même dans un point, un endroit bien déterminé. Et donc, fatalement, eh bien, pour vous y rendre, si vous ne connaissez pas le chemin, vous avez nécessairement besoin des panneaux indicateurs ou effectivement d'un GPS. Eh bien, pour le coup, piloter l'entreprise sera exactement la même chose, puisque vous allez être dans un environnement économique avec vos concurrents, avec les fournisseurs, les clients. La plupart du temps, eh ben, on parlait tout à l'heure de stratégie, eh bien, ça sera bien l'objectif à atteindre. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, eh bien, il va vous falloir aussi, pour le coup, des indicateurs de pilotage. Et nous, on va travailler sur cette partie-là. Donc, l'environnement. Ça, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est vraiment les 5 forces de porteur, avec bien évidemment le marché, principalement donc les fournisseurs, les clients, et bon, fatalement donc les nouveaux entrants potentiels sur le marché et les produits de substitution. Vous, clairement, eh bien, vous êtes une composante de ce marché. Vous êtes avec tous vos concurrents sur ce marché. Et ça va constituer, pour le coup, votre environnement. Et il va falloir comprendre cet environnement-là avant de pouvoir finalement définir une stratégie et une ligne directrice pour le pilotage de votre entreprise. Si on devait faire un petit point précis donc, sur ce schéma, eh bien, vous êtes sur votre marché et donc fatalement, le pouvoir de négociation de vos fournisseurs et de vos clients va fortement influer sur vous et aussi sur vos concurrents. Bon, les deux autres composantes sont également importantes, mais dans le cas qui nous occupe, on n'en a pas nécessairement besoin. Fatalement, si vos fournisseurs sont très gros ou si vous-même vous pesez beaucoup dans le chiffre d'affaires de votre fournisseur, eh bien, votre pouvoir de négociation sera plus important. Je parlais tout à l'heure des fournisseurs qui étaient un petit peu plus gros que vous potentiellement. Eh bien, de la même manière, ils auront eux-mêmes un pouvoir de négociation qui sera bien plus important que le vôtre. Typiquement, il est très rare de pouvoir négocier avec Orange ou avec SFR, par exemple. De la même manière, si vos clients ont un point important dans votre chiffre d'affaires, s'ils représentent par exemple 10% de votre chiffre d'affaires, il est évident que vous avez beaucoup de chances d'y accorder beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que si vous perdez ce client, eh bien fatalement, vous avez des chances donc, de mettre en péril votre entreprise. Donc, ces trois éléments essentiels, que ce soit donc les fournisseurs, les clients ou même vos concurrents, hein, grâce à leur pouvoir d'innovation,
eh bien, vont influer d'une manière ou d'une autre sur vous et puis potentiellement sur les rectifications de stratégie que vous allez devoir faire. Pour pouvoir comprendre ce marché, donc, eh bien, on a plusieurs éléments. Là, vous voyez, je vous en ai mis trois. La base de données donc, qui vraiment est publique, donc c'est la base de données ESAN de l'INSEE, où en fait donc, vous avez les regroupements de toutes les entreprises françaises par code NAF. Alors bien évidemment, ça ne vous donnera pas l'intitulé précis donc, de l'entreprise sur ce code NAF. Cela dit, il s'agit quand même d'une bonne base de comparaison, puisque compte tenu du volume et des valeurs, ça donne quand même une bonne indication sur le marché global. Vous avez donc les études sectorielles de l'ordre, que l'ordre sort régulièrement, et divers types de bases de données privées, type Xerfi, qui font aussi des études pour le coup. J'ai essayé donc de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire pour comparer une entreprise par rapport au marché. Alors, j'ai pris l'entreprise que j'ai dans le portefeuille et en fait, donc, on avait travaillé sur cette entreprise pour un rachat. Donc, initialement, les SIG de l'entreprise sortent d'un projet de rachat. Et je parle bien donc de SIG. La plupart du temps, vous aurez dans votre bilan, bilan, compte de résultat, et quand même, donc la plupart du temps, vous aurez aussi les SIG de l'entreprise. Je préfère largement quand même les SIG de l'entreprise puisqu'ils ne sont pas dans une présentation brute vraiment des données, mais ils ont une présentation qui est structurée. Et on peut véritablement travailler tout court à partir des SIG de l'entreprise. J'ai pris là donc 4 composantes. Les prestations de services, donc qui représentent là pour le coup le chiffre d'affaires, la marge de production, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation. J'ai également mis la capacité d'autofinancement, mais pour le coup, on s'en servira un petit peu, donc simplement à titre comparatif, sachant que la capacité d'autofinancement est très très proche de l'excédent brut d'exploitation. On verra après dans le détail les rubriques et on verra aussi pourquoi est-ce qu'on va aller dans le détail. Et de l'autre côté, en face, eh bien, j'ai fait une extraction de la base ESAN et j'ai récupéré les mêmes indicateurs. L'objectif donc étant de pouvoir se comparer à ce qui existe sur ce segment d'activité. Donc la base de données ESAN est accessible. Celle-là, elle date de 2016. Donc là, vous voyez, nombre d'entreprises, 51 302. Il s'agit donc de l'ensemble des entreprises qui ont composé cette statistique. Alors fatalement, c'est en milliers d'euros, pardon, millions d'euros. Et donc, le but, ça va être de comparer votre entreprise à ce qui se fait dans le secteur. Pourquoi? Parce que cette comparaison va vous permettre de savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux concurrents. Bon, l'objectif n'est pas nécessairement de faire comme eux, et on en parlera un petit peu après, mais ça vous donnera une bonne idée des pistes d'amélioration possibles. Pourquoi? Parce que là, on parlait tout à l'heure donc des différentes rubriques du SIG de l'entreprise. Eh bien, grâce à cette comparaison sectorielle, finalement, on va pouvoir savoir quels sont les leviers d'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Si je prends cet exemple, donc du coup, on se retrouve avec un taux de marge de production qui est, en tout cas sur la dernière année, l'année 2018, qui est à 62%. On s'aperçoit donc que la marge sectorielle qui est réalisée est proche des 50%. Alors donc déjà de base, on sait que cette entreprise performe mieux que la moyenne du marché. Si on descend un petit peu, on se retrouve donc avec une valeur ajoutée qui est de l'ordre de 50% et que, pareil, le marché, lui, il est aux alentours des 30%. Donc là, typiquement, on vient de gagner 20%
finalement de production de richesse. Pourquoi? Enfin, 10% plutôt de production de richesse. On part d'un écart donc, de marge de production de 10% et on arrive finalement à une VA de 21%. Et au niveau de l'excédent brut d'exploitation, eh bien, on retombe à 11%. Ce qui signifie que là, potentiellement, on sait qu'il y aurait des pistes d'amélioration dans les rubriques qui permettent le passage de la valeur ajoutée à l'excédent brut d'exploitation. Et c'est quand même, voilà, la décomposition pour le coup des SIG permet véritablement de pouvoir cibler les éléments sur lesquels nous allons devoir travailler. On va pouvoir voir par la suite, enfin juste là d'ailleurs, comment est-ce qu'on va pouvoir détailler tout ça. Alors, l'objectif n'est pas de faire un recensement de tout ce qu'on peut, tous les ratios qu'on peut créer, puisque très sincèrement, vous allez en trouver plein dans les livres et sur Internet. Mais par contre, l'objectif est bien de pouvoir essayer de comprendre comment est-ce qu'on construit finalement un tableau de bord. Si je prends les composantes de ma marge de production et de ma marge commerciale, eh bien, on a le chiffre d'affaires qui représente véritablement tout ce que vous allez vendre. Et donc, vous avez ensuite les achats de marchandises, les frais d'approche et potentiellement, bon, le stockage, on en parlera un petit peu après. Mais oui, quand même, on peut en parler tout de suite par rapport donc, à ce qu'on appelle la variation de stock. Si on prend donc le chiffre d'affaires et les achats de marchandises, on a ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues. Ces quatre éléments-là que vous avez à l'écran, il est fondamental parce que c'est véritablement le cœur même de votre activité. Si vous êtes en prestation de service, eh bien, la plupart du temps, vous n'aurez que le chiffre d'affaires et donc vous allez pouvoir vous servir de l'intégralité de votre chiffre d'affaires pour pouvoir payer vos charges et fonctionner. Si vous êtes dans une activité de négoce, eh bien, le taux de marge commerciale ou alors pour les industries, le taux de marge de production est vraiment fondamental puisque c'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour les sociétés de services. C'est un petit peu comme si on rajoutait un niveau au-dessus du chiffre d'affaires finalement. Si on prend par exemple une activité de négoce, eh bien, les marchandises vendues, c'est tout simplement les achats de marchandises qu'il y a eu tout au long de l'année, donc plus les frais d'approche, et moins donc pour le coup la variation de stock. La variation de stock, c'est justement ce qui vous permet donc d'extraire des achats de l'année, ce qui n'a pas été vendu, pour le porter donc en stock en fin d'exercice. Et on arrive donc pour le coup à la fameuse notion donc du coût d'achat des marchandises vendues. Donc entre guillemets, si elles ne sont pas vendues, elles ne sont pas ni dans le compte de résultat ni dans le SIG. Il y a un point aussi que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, donc fatalement les SIG se construisent sur la base du compte de résultat. Si je reviens donc à la diapositive précédente, vous voyez, on a un taux de marge de production qui est en 2016 à 58%, qui est en 2017 à 60%, puis à 62% en 2018. Le coût d'achat des marchandises vendues, bon là il s'agit d'un taux de marge de production, mais le coût d'achat des marchandises vendues, plutôt le taux, pardon, doit être stable parce que c'est cette stabilité qui permet notamment à un banquier de comprendre l'évolution de votre entreprise. Parce que si vous vous retrouvez pour le coup avec un taux de marge de production qui est variable, qui est erratique d'une année sur l'autre, eh bien potentiellement, soit vous avez des problèmes sur votre gestion de stock, soit votre activité est véritablement cyclique et pour le coup, un banquier aura vraiment du mal à se projeter sur l'avenir de votre entreprise. Donc, il s'agit véritablement d'un indicateur qui est fondamental pour les entreprises de négoce et potentiellement les entreprises de production. Au-delà même du banquier, pour vous, il s'agit de quelque chose qui est également très important, puisque la compréhension, pour le coup, de cet indicateur
c'est ce qui vous permettra de vous projeter tout court sur le développement de votre activité. Parce que, par exemple, si vous vous retrouvez avec un taux de marge de production, un taux de marge plutôt un taux de marge commercial, puisqu'on était vraiment sur les entreprises de négoce, qui chute, par exemple, qui passe là pour le coup, imaginons qu'on passe de 58% en 2016 à 50% en 2018. Il s'agit d'un taux. Bon, maintenant l'important, c'est de comprendre l'évolution de ce taux. Si, par exemple, vous avez perdu donc, en taux de marge commerciale, mais qu'à l'inverse, vous avez gagné énormément en chiffre d'affaires, ça peut se comprendre. Vous avez obtenu un très, très gros marché. Votre client vous a demandé de faire des efforts financiers. Ça s'explique. Maintenant, si à l'inverse, vous avez gardé le même volume d'activité ou que vous l'avez légèrement augmenté, mais qu'à l'inverse, vous avez perdu un taux de marge commercial qui est très important, eh bien, ça signifie que votre activité, pour le coup, s'est dégradée. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi elle s'est dégradée. Si je reprends mes composantes, le tableau de pilotage que vous allez construire se fait forcément sur la base donc, de données physiques. Pourquoi? Parce que tous les éléments chiffrés que vous allez pouvoir avoir à travers le compte de résultat ou autre, eh bien, sont des éléments du passé. Donc, l'important étant d'utiliser le passé pour pouvoir prévoir l'avenir, finalement. Si on prend, par exemple, le chiffre d'affaires, vous avez la possibilité d'effectuer un certain nombre de ratios. Vous voyez, comme par exemple le nombre d'unités vendues, le chiffre d'affaires par commercial. Vous pouvez très bien piloter aussi le volume de remises accordées, le nombre de prospects, de leads appels, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir le faire finalement pour toutes les rubriques. Mais le plus important étant vraiment de comprendre l'évolution de vos ratios. Donc, à la fois la marge de production et la marge commerciale, et aussi, donc, pour le coup, l'évolution du chiffre d'affaires. Parce que c'est vraiment cette compréhension qui vous permettra, pour le coup, de prévoir le futur. Si on prend, par exemple, donc, la composante stockage, qui correspond pour moi à la variation de stock, mais qui, pour le coup, n'est pas très explicite, vous allez pouvoir avoir, par exemple, la durée de stockage, le taux d'optimisation de l'espace, le taux de démarque et le taux d'erreur dans le référencement. Je me souviens qu'une fois, j'avais analysé donc, pour les entreprises de négoce justement les SIG qui figuraient sur la base des ânes. Il y avait donc pour le coup la répartition des ratios par taille d'entreprise. Ce qui était intéressant, c'était de voir que les très petites sociétés arrivaient donc à piloter leur activité aussi bien que les très très grosses sociétés. Par contre, à l'inverse, toutes les sociétés qui étaient de taille intermédiaire, c'est-à-dire, je crois, entre 50 personnes et 200 personnes, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, en fait, avaient des ratios de pilotage qui déconnaient complètement. Bon, je me suis un petit peu intéressé à la question et en fait, je me suis rendu compte, donc, notamment en lisant différents articles, que dans les très petites sociétés, eh bien, le chef d'entreprise était présent et il faisait justement du micromanagement. Par contre, à partir du moment où l'entreprise augmentait significativement en termes de taille, eh bien, en fait, son métier à lui changeait, c'est-à-dire qu'il n'était plus simplement technicien, il devenait manager, ce qui signifie qu'on n'était plus dans le faire, mais dans le faire-faire. Tout ça pour vous dire que si on faisait les comparatifs sur ces ratios, eh bien, les ratios donc, de production se dégradaient, les ratios donc, liés au BFR augmentaient très fortement. Donc, la croissance tout court de votre entreprise nécessite ce fameux tableau de pilotage et pour le coup, vous devez vraiment prendre du temps pour comprendre le fonctionnement même de ces ratios. Si on descend un petit peu, donc je vous ai fait des regroupements sur la partie valeur ajoutée, mais encore une fois, hein, l'objectif étant de comprendre vraiment l'esprit tout court de la méthode et beaucoup moins s'attarder tout court sur ce que je vous ai noté ici en termes de ratio. Parce que
Typiquement, sur la valeur ajoutée, eh bien, tout va dépendre finalement de votre activité. Par exemple, donc, si vous êtes sur une activité industrielle, eh bien, vous allez accorder beaucoup d'importance, notamment à tout ce qui est eau, électricité, loyer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une consommation excessive dans l'année. À l'inverse, si vous êtes sur une société de service, bon, finalement, la partie assurance, oui, ça reste important, mais l'eau, l'électricité, ça ne sera pas très important. Si vous êtes sur une activité de négoce, eh bien, typiquement, au niveau des services extérieurs, eh bien, avec la publicité, les commissions d'intermédiaires que vous allez verser, eh bien, c'est un poste qui, en lui-même, sera important. Donc, vous voyez, disons que sur tous les postes qui composent la valeur ajoutée, eh bien, l'analyse que vous allez pouvoir mettre en place va dépendre de l'activité dans laquelle vous êtes. Ce qui va vous permettre vraiment de déterminer les éléments qui sont importants, ça va être donc tout court le poids que vont avoir ces différents postes dans les SIG. Alors, ça va vous donner des indicateurs, mais encore une fois, l'objectif étant de rattacher ces fameux postes à des éléments qui sont concrets. Je parlais tout à l'heure donc de commissions d'intermédiaires. Eh bien, si vous avez des commissions d'intermédiaires qui sont élevées, ça veut bien dire qu'à un moment donné, vous avez une ressource physique qui est importante pour vous. Peut-être quelqu'un qui va faire du sourcing pour vous. Si vous versez donc des commissions fatalement aux vendeurs, eh bien, ça veut dire que vous avez externalisé une grosse partie donc, de votre force commerciale. Donc, le pilotage de ces ressources, puisqu'on parle bien de pilotage, le pilotage de ces ressources va devoir se faire autrement que si c'était des ressources internes. Pourquoi? Parce que si c'était des ressources internes, eh bien, vous l'auriez dans la composante suivante, qui est l'excédent brut d'exploitation. Si vous êtes, alors on y reviendra hein, sur la notion de stratégie d'entreprise, mais si vous êtes typiquement en phase de croissance, eh bien, il se peut que vous ayez un poste de publicité qui soit beaucoup plus élevé qu'un autre de vos concurrents. Donc voilà, disons que la construction des indicateurs relatifs à la valeur ajoutée sont vraiment fonction de votre stade de développement et aussi du type d'activité dans lequel vous êtes. Et ce qui vous permet finalement de définir les critères à piloter, ça sera pour le coup leur poids initial dans la valeur ajoutée que vous avez. Et encore une fois, hein, l'objectif étant de pouvoir se comparer à quelque chose et le plus simple étant pour le coup la moyenne sectorielle. Alors, sauf si vous avez des données de concurrents, bien évidemment, ce qui va vous permettre de vous positionner autrement, mais l'indicateur sur le marché en lui-même est très important. Bon, là, tout à l'heure, je parlais du stockage, donc typiquement sur une société grossiste, eh bien oui, c'est sûr que le dépôt en lui-même avec potentiellement les gerbeurs, les racks et tout ça, sont des éléments qui sont importants. Ce qui compose ensuite donc l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire vraiment le passage entre la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation, eh bien donc c'est la masse salariale et les impôts et taxes. Alors, il est évident qu'il y a des transferts de rubriques, enfin d'une rubrique à une autre plutôt, puisque si vous avez externalisé, par exemple, toute votre force commerciale, eh bien, vous ne l'aurez pas dans votre masse salariale. Par contre, à l'inverse, vous l'aurez dans la valeur ajoutée, notamment à travers donc, les commissions versées aux vendeurs. Et concernant les impôts et taxes, on ne parle pas là de TVA, puisque, petit rappel, donc la TVA, d'une manière générale, est censée être neutre en B2B, dans le sens où elle appartient pour le coup à l'État. Donc, on la collecte, on la reverse, et de la même manière, lorsqu'on en paye, on a le droit de la déduire. Donc, en soi, ce n'est pas une composante du compte de résultat, c'est simplement donc l'entreprise se positionne tout court comme étant intermédiaire. Mais par contre, dans les impôts et taxes, eh bien, vous allez avoir principalement la taxe foncière et tout ce qui est CFE et CVAE. Ce sont vraiment ces trois éléments-là qui, enfin, et encore, bon, la CFE et CVAE sont regroupés au sein d'un même impôt, mais si on décompose, on a bien ces deux-là. Et ce sont vraiment les trois éléments sur lesquels vous allez pouvoir travailler.
Si je vais faire un petit point là-dessus, je dirais que pour une activité donc de type industriel ou même de logistique, eh bien fatalement la taxe foncière est hyper importante hein, puisqu'on a besoin de beaucoup de surface. Et à l'inverse, donc sur les activités de service, la CVAE sera une des composantes qui sera importante. Voilà. Donc, ce que je vous mettais un peu plus bas, je parlais tout à l'heure des indicateurs. Ce sont les indicateurs que vous allez retenir pour votre tableau de pilotage, ce sont ceux qui représentent au mieux votre entreprise. Là, on vient de parler tout court d'indicateurs qui sont de type financier. Cependant, ce que je vous disais, c'est que vous devez nécessairement rattacher ces indicateurs à une donnée qui est physique. Pourquoi? Parce que les éléments financiers que vous avez donc dans votre bilan et compte de résultat ne sont qu'un résidu, c'est-à-dire que vous n'avez pas de moyen d'action direct sur ces chiffres. Ils ne sont que le reflet de la gestion que vous avez eue tout au long de l'année. Donc là, on a parlé de l'environnement, savoir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait se positionner par rapport à la concurrence, comprendre un petit peu donc ce qui compose le marché et comment est-ce que vous évoluez vous-même sur ce marché. Mais on a besoin pour le coup d'aller quelque part, parce que sans ligne directrice, eh ben, difficile de pouvoir créer un tableau de pilotage, parce que justement, on n'a absolument rien à piloter. Donc, eh ben, on va parler maintenant de l'objectif à atteindre. Voilà, je vous ai mis ici 4 types d'états hein, pour votre société. Les sociétés en phase de lancement, en phase de croissance, en cours de restructuration, et puis on va dire une société qui préfère plutôt se maintenir tout court sur son marché. Pourquoi? Parce que certes, on va pouvoir expliquer les écarts par rapport au marché, mais fatalement, une société qui est en phase de lancement n'aura pas nécessairement les mêmes ratios qu'une société qui se maintient sur son secteur. Pourquoi? Parce qu'une société qui est en phase de lancement aura beaucoup plus tendance à faire appel donc, à des sous-traitants, aura beaucoup plus tendance à avoir des postes de publicité plus élevés qu'une société qui est déjà bien établie sur son marché. Et donc, fatalement, les ratios donc, des sociétés, par exemple, en phase de lancement, ne seront pas les mêmes qu'une société qui est déjà stable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti d'un environnement où on a entre guillemets, une moyenne sectorielle, mais l'objectif n'est pas nécessairement de copier ce qui existe sur le marché. Par contre, c'est bien de comprendre l'écart qu'il y a entre ce qui existe sur le marché et la phase dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en phase de croissance, par exemple, donc avec le développement d'un nouveau point de vente, eh bien, vous allez devoir forcément travailler énormément sur tout ce qui relève de la marge commerciale ou marge de production, peu importe, et potentiellement donc l'endettement. On verra après un petit peu hein, les états des différents types, mais c'est au moins pour comprendre vraiment l'objectif donc de cette partie, qui est de dire que vous avez certes le marché, mais l'important, c'est surtout de pouvoir expliquer ce qui se passe par rapport au marché. On n'est pas là pour copier nécessairement. Pourquoi? Parce que une entreprise n'aura pas forcément le même mode de fonctionnement que vous, n'aura pas la même stratégie. Typiquement, une société qui est en cours de restructuration, alors, quand je dis restructuration, on ne parle pas nécessairement de changements qui sont majeurs. Mais par exemple, un changement d'organisation interne, eh bien, même de multiples petits changements peuvent avoir un impact quand même significatif sur votre activité. Exemple, vous changez donc le directeur commercial. Bon, il s'agit simplement d'un changement de poste. Pourtant, le directeur commercial va impulser toute votre stratégie de vente. Ce qui signifie que même s'il s'agit simplement d'un changement de poste, il s'agit d'une modification qui est majeure
et qui, pour le coup, à mon sens, tombe dans ce que j'appelle de la restructuration, dans la mesure où vous allez changer un élément fondamental de ce qui fait la réussite tout court de votre société. Ça signifie que à chaque changement majeur, eh bien, enfin, qui peut avoir un impact important sur votre activité, vous devez nécessairement prendre plus de temps pour mettre en place des indicateurs qui vont vous permettre de comprendre quels sont les impacts de ce changement. Et puis, fatalement, de pouvoir réajuster le plus rapidement possible. Alors, au niveau des indicateurs de pilotage, il faut justement que ce soit synthétique. 9 maximum, il faut que ça tienne dans une feuille A4 et il faut que ce soit facilement compréhensible. On va prendre des indicateurs qui sont simples à produire. Pourquoi? Parce que ça ne sert absolument à rien de mettre quelqu'un spécifiquement pour la production de ces indicateurs si au final le gain qu'on va pouvoir en tirer sera très faible. Donc c'est vraiment le coût, le rapport donc entre le coût et l'utilité que vous allez en avoir. Et puis donc ce que je vous disais, c'est qu'on va prendre des indicateurs physiques qui sont véritablement représentatifs de votre activité. Il y a un élément que je n'ai pas mentionné là-dessus, mais sur le tableau donc, de pilotage, certes, vous allez présenter vos indicateurs, mais à partir du moment où vous détectez qu'il y a un problème tout court sur l'un de ces indicateurs, eh bien, vous devez aussi mettre les causes. C'est-à-dire que vous devez prendre le temps de les analyser pour pouvoir les porter sur votre tableau. Parce que certes, on va le constater, mais l'objectif est bien, encore une fois, de comprendre et de pouvoir prendre des décisions. Parce qu'un tableau de pilotage qui ne permet pas de prendre de décision, en soi, n'a pas beaucoup d'utilité. Donc, on doit comprendre à travers votre tableau de pilotage à quoi sert ce que vous avez mis et qu'est-ce que vous avez détecté tout court comme problème. L'objectif donc étant de pouvoir ajuster le plus rapidement possible. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les indicateurs financiers ne sont que la conséquence des décisions prises, mais à aucun moment, vous n'aurez de moyens d'action sur ces fameux indicateurs. Donc, on a posé un certain nombre de bases et on a dit beaucoup de choses, mais on va essayer donc de synthétiser un petit peu tout ça. On va bien partir donc pour le coup de la stratégie de l'entreprise et on va atteindre donc la comparaison par rapport au marché de manière à pouvoir définir les indicateurs qui vont nous intéresser. Vous voyez, je vous ai fait la distinction donc entre le bilan et le compte de résultat. Au niveau du bilan, donc, ce que je vous ai mis donc des phases d'entreprise, j'ai essayé de synthétiser un petit peu donc les indicateurs principaux qu'on va devoir suivre au niveau de l'entreprise. Typiquement, donc, si vous êtes en phase de lancement, eh bien, potentiellement, vous allez devoir suivre véritablement votre trésorerie parce que à 90%, les sociétés qui se lancent ont une trésorerie qui, la plupart du temps, est faible. Sachant que, d'une manière générale, en France, on a des sociétés qui sont sous-capitalisées et que, à La Réunion, on a des sociétés qui sont encore moins capitalisées. Ce qui signifie que la composante trésorerie est vraiment essentielle. Pour une société donc, qui sera en phase de croissance, eh bien, on va s'attacher surtout au contrôle donc, de l'endettement et du BFR. Pourquoi? Parce que très souvent, on s'aperçoit que dans des sociétés qui grossissent rapidement, eh bien, les composantes du BFR, donc qui sont les fournisseurs, donc les comptes fournisseurs, les comptes clients et les stocks, eh bien, sont beaucoup moins gérés. Le seul problème, c'est que le BFR, malgré le fait qu'il s'agit d'une ressource qui se renouvelle dans le temps, ou plutôt d'un engagement de ressources qui se renouvelle dans le temps, eh bien, globalement, c'est quelque chose qui va grossir avec votre activité. Ce qui signifie que si vous ne prenez pas le temps de structurer proprement votre BFR, malgré le fait que vous ayez une croissance qui soit forte, vous avez beaucoup de chances de vous retrouver donc en déficit de trésorerie.
Si je devais faire un petit aparté rapide là-dessus, si par exemple vous avez une croissance qui est très importante, mais que vos créances clients ne sont pas pilotées, eh bien, certes, vous avez réalisé du chiffre, mais vous n'avez rien encaissé. Par contre, il y a beaucoup de chances pour que vous ayez déjà payé vos fournisseurs ou alors que vous ayez eu besoin d'un stock énorme de manière à pouvoir faire face à la croissance. Ce qui signifie que vous aurez en face donc des sorties de ressources, mais vous n'aurez aucun encaissement. Et donc, cet accroissement du BFR aura nécessairement, pour le coup, un impact sur votre trésorerie. Donc, dites-vous bien que pour toute phase de croissance rapide, en tout cas des activités, vous devez vraiment vous attacher au contrôle donc, des composantes du BFR. Si vous êtes en phase de restructuration, eh bien oui, vous allez vraiment faire attention à la trésorerie. Et aussi, un élément que je n'ai pas mis là, je parlais tout à l'heure donc du changement du directeur commercial, mais vous allez devoir nécessairement prendre des indicateurs qui sont relatifs à la fonction que vous êtes en train de changer. Parce que c'est ce qui vous permettra de comprendre les impacts donc, de ce que vous êtes en train de faire. Et si vous êtes donc dans une activité donc, de maintien, bon, la plupart du temps, l'endettement est très faible, la trésorerie se porte plutôt bien. Donc, ce qui reste véritablement à piloter, c'est pour le coup donc, le BFR, avec potentiellement une amélioration donc, des capacités de stockage, des relations avec les fournisseurs et bien évidemment donc, le suivi de tout ce qui est délai de règlement client. Donc, les différentes phases de votre entreprise vont vous permettre finalement de savoir ce que vous allez devoir piloter au niveau du bilan. Et donc, si on revient à la fameuse comparaison au marché, vous avez défini votre stratégie, vous savez où vous allez, vous savez par exemple que vous souhaitez vous développer sur un nouveau point de vente, vous savez que vous allez devoir suivre le BFR et l'endettement, eh bien, vous allez pouvoir faire une comparaison finalement par rapport à ce que font vos concurrents. Encore une fois, l'important n'est pas nécessairement de faire exactement comme eux, mais bien de comprendre l'impact des choix que vous êtes en train de faire. Je vous ai fait une répartition donc par type d'activité, que ce soit du commerce, du service ou de l'industrie, et je vous ai mis en fait les principaux éléments qui sont à suivre au niveau donc des composantes du DSIG ou du compte de résultat. Donc, bon, fatalement, le chiffre d'affaires, c'est pour tout le monde. Et ensuite, donc, spécifiquement pour le commerce, eh bien, les achats de marchandises et l'équivalent pour la partie industrie, qui sont les achats de matières premières. Au niveau du commerce, donc fatalement les frais d'approche, puisque ici on a quand même une énorme partie d'approvisionnement externe. Et donc pour le coup, dans les frais d'approche, eh bien, vous aurez le transitaire, fatalement, le coût du transitaire, mais vous pouvez aussi prendre des composantes telles que par exemple la durée d'approvisionnement. Parce que, par exemple, vous faites partir une marchandise donc au départ de Rouen ou vous faites partir une marchandise au départ de Marseille, vous avez un écart donc de quasiment 10 jours, il me semble, en termes de délai d'approvisionnement. Mais ces 10 jours, eh bien, vont nécessairement jouer sur votre BFR. Pourquoi? Parce que si votre marchandise part de Rouen, eh bien, votre fournisseur aura émis la facture, il vous dit par exemple paiement à 90 jours, vous allez avoir 40 jours de délai d'approvisionnement et de dédouanement. À l'inverse, si vous le faites partir au départ de Marseille, vous aurez donc un délai d'approvisionnement potentiellement de 30 jours. Mais ces fameux 10 jours qui représentent quand même un quart du délai global, eh bien, va nécessairement influer sur le volume qui sera bloqué dans votre besoin en fonds de roulement. Parce que le besoin en fonds de roulement, clairement, ce n'est que de la rémunération de temps. Donc, plus vous allez le réduire, enfin, plus vous allez réduire la composante de temps, et plus vous allez réduire donc votre BFR. Très souvent, on part du principe que le BFR doit être réduit au maximum, ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce que
plus vous avez un BFR important et plus finalement vous avez d'actifs qui tournent. Donc, il ne doit pas être nécessairement réduit. Par contre, assurément, il doit être piloté et il doit être sous contrôle. Parce que le moindre dérapage aura un impact significatif sur votre trésorerie. Si on reprend donc les composantes de la valeur ajoutée qui sont importantes pour la partie commerce, eh bien oui, vous aurez les commissions d'intermédiaire, la publicité, le coût de stockage si vous faites appel donc, à une société logistique pour le stockage de votre marchandise, et les coûts de prospection. À l'inverse, donc pour de l'industrie, eh ben, ça sera beaucoup plus donc, les loyers, l'assurance, l'eau, l'électricité, l'entretien et la réparation du matériel et les coûts de stockage. Si on prend par exemple la composante de l'EBE, notamment pour la partie service, eh bien fatalement, quand vous êtes en prestation de service, l'élément qui est vraiment essentiel pour vous, puisque vous vendez de la matière grise, c'est les salaires. Et quand on parle des salaires, on ne parle pas que de la composante financière, on parle tout simplement de vos salariés. Donc ça veut dire quoi? Ça implique qu'on parle donc derrière la notion de salaire, on parle aussi donc des coûts de formation, donc de maintien de vos salariés. Oui. J'ai une petite question, excuse-moi. EBE, ça veut dire quoi? Ah oui, désolé, excédent brut d'exploitation. Ah, super, excuse-moi. Donc non, pas de souci. C'est vrai que oui, quand on descend, j'ai mis ici activité professionnelle qui est peut-être un terme un peu plus commun que marge de production. Non, mais justement, mais c'est important. Merci, je continue. J'ai mis ici activité professionnelle, mais si on avait voulu utiliser le terme technique, on aurait beaucoup plus parlé donc de marge de production ou de marge commerciale. Valeur ajoutée, on l'a vu tout à l'heure, et effectivement l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui est en fait donc le passage donc, de la valeur ajoutée à l'excédent brut d'exploitation. Ce sont les deux éléments dont on parlait tout à l'heure, qui sont les impôts et taxes et la masse salariale. Donc, la construction de votre tableau de pilotage se fera finalement, allez, on va dire exclusivement sur cette slide, et on parlait bien donc de 20 minutes. C'est-à-dire qu'on est resté pour le coup sur une analyse qui reste simple, puisque fatalement, si on devait faire une véritable analyse de la stratégie de l'entreprise, eh bien, on prendrait bien plus de temps pour pouvoir déterminer ça. Parce que on fera une véritable analyse de marché, pour le coup, on prendra du temps pour comprendre quels sont les objectifs tout court du dirigeant, voire éventuellement des associés, s'il y a une distinction fondamentale entre les associés et le dirigeant. Donc, typiquement, uniquement pour la définition de la stratégie, on prendrait bien plus de temps. Cependant, si on devait faire quelque chose de rapide, et c'était un petit peu l'objectif, eh bien, on s'attacherait vraiment à ces deux éléments-là, savoir dans quel état est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite, pour le coup, tout simplement maîtriser son activité existante ou alors se développer. Et puis, on ferait une comparaison par rapport à l'existant, ce qu'il y a sur le marché. Donc, le plus simple, pour le coup, en base de données disponible, c'est véritablement la base de données ESAN. Et on regarderait, pour le coup, les composantes essentielles du compte de résultat. Et ce que vous allez mettre en place ensuite correspond purement aux éléments physiques qui seront à maîtriser. Je vous disais tout à l'heure donc que vous allez pouvoir trouver tout plein d'indicateurs sur Internet ou même dans les livres, et c'est tout à fait vrai, hein, il y en a vraiment plein, mais l'élément qui est vraiment fondamental, c'est de trouver des indicateurs qui représentent une donnée réelle. Typiquement sur une prospection commerciale, je pense que bon, les commerciaux le sauront bien plus, hein, mais on sait qu'on va partir donc d'un portefeuille client, on va devoir faire un certain volume de prospection ou d'appels téléphoniques, peu importe, qui vont donner lieu à un nombre encore plus petit de devis, puis un nombre encore plus petit de validations, hein, et donc ce qui permettra pour le coup d'obtenir tout court le chiffre d'affaires. Donc la composante essentielle finalement, c'est bien celle de départ,
qui va être le portefeuille sur lequel on va travailler, avec l'analyse, pour le coup, des taux de transformation pour le passage donc par exemple donc du marché à la phase de prospection, puis à la phase de devis, puis à la phase de transformation au sens réel du terme. Et c'est un petit peu cette multiplication qui va nous permettre, pour le coup, d'atteindre donc un objectif de chiffre d'affaires. Donc, si vous partez tout court du bilan et du compte de résultat, eh bien, vous allez faire le travail donc en sens inverse. Vous allez devoir remonter la chaîne progressivement pour comprendre la composition tout court de ce qui compose, pour le coup, cet élément financier. On arrive pratiquement donc au terme de la présentation. Je vous ai mis donc puisque là on a quand même fait quelque chose qui était rapide. Je vous ai mis un certain nombre donc de ressources et principalement des livres qui, à mon sens, sont pas mal du tout pour la conception même de ces fameux tableaux de pilotage. On a parlé de l'esprit et j'espère que vous avez pu comprendre quel était l'esprit donc de ce tableau de pilotage. Mais ensuite, donc, pour la conception, eh bien, à mon sens, ces ressources sont véritablement des éléments qui vont vous permettre de composer tout court eh bien, vos propres tableaux de pilotage. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, si vous souhaitez qu'on revienne sur certaines parties tout court de la présentation, ou même si vous avez des thèmes autres à aborder éventuellement. Moi, j'ai une question. Ouais. J'en profite. Juste, tu conseilles un suivi pour le pilotage mensuel, trimestriel, semestriel? Parce qu'en fait, quand on a la tête dans le guidon, un suivi mensuel me semble un peu difficile, mais on peut trouver un juste équilibre ou... Alors, eh bien, oui, tout à l'heure, on parlait tout court de l'utilité entre la production tout court des données et le coût tout court de production. Pour les très grosses sociétés, il est clair qu'un indicateur donc, mensuel est très important. Après, plus on va descendre en termes de taille et plus vous allez pouvoir espacer tout court donc la production de vos indicateurs. De la même manière, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'utiliser le même tableau en permanence. C'est-à-dire que si la composante essentielle que vous allez suivre, c'est vraiment la notion de production de chiffre d'affaires, celui-là, vous allez pouvoir peut-être le produire mensuellement. Par contre, à l'inverse, eh bien, pour la batterie d'indicateurs que vous souhaitez suivre au global, vous allez pouvoir le faire donc, au trimestre. Oui, le chiffre d'affaires mensuel, par exemple, le suivi commercial. Exactement. Plutôt trimestriel, ouais, par exemple. Ou alors même les indicateurs financiers, la trésorerie, oui. L'endettement. Donc, ce sont des choses qu'on peut suivre donc, au trimestre plutôt que de le faire mensuellement, ce qui ne va pas apporter beaucoup d'utilité vraiment à votre prise de décision. Mais il faut se contraindre à le faire. Il faut se contraindre à le faire, effectivement, parce que l'analyse tout court de ces éléments-là, c'est ce qui vous permettra de savoir ce qui va se passer finalement dans le futur. On va juste couper l'enregistrement. Oui. Comme ça, vous pouvez tous poser vos questions, c'est plus intime et ça ne sera pas diffusé. Tu appuies sur le bouton.